15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. La République populaire de Chine a célébré le 76e anniversaire de la fondation de la République, une célébration organisée par l'ambassade de Chine à Djibouti. Clôture de formation dédiée aux artisanes spécialisées dans la vannerie organisée par l'Office djiboutien, l'OTPIC. Et le bilan du séisme aux Philippines s'élève à 72 morts. Les recherches pour les survivants se poursuivent. Voilà pour les titres, bonjour à tous. À l'hôtel international d'Escale, la soirée du 30 septembre a pris des allures de grands rendez-vous diplomatiques drapés de rouge et d'or. Les salles scintillaient aux couleurs de la Chine, tandis que l'hymne national chinois solennel ouvrait la cérémonie. Chaque détail des lanternes élégantes, suspendues aux compositions florales, soigneusement disposées, rappelait l'esprit de fête et la profondeur symbolique de cette célébration. La réception marquant le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine n'était pas seulement un événement protocolaire, c'était une vitrine de diplomatie culturelle et de convivialité. Les invités, parmi lesquels les plus hautes autorités djiboutiennes et les représentants du corps diplomatique, évoluaient dans une atmosphère à la fois chaleureuse et solennelle, rythmée par des échanges cordiaux et des gestes de fraternité. Dans l'assistance, le président de l'Assemblée nationale d'Ileïta, Mohamed Ileïta, le ministre de la Santé, de nombreux membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, ainsi que de hauts gradés des armées djiboutiennes et chinoises, une scène qui, à elle seule, témoignait de la profondeur des liens entre les deux nations. La soirée a été ponctuée de moments artistiques forts. De jeunes lycéens de l'Institut Confucius ont offert un spectacle de danse et de chant, symbole vivant de l'amitié culturelle sino-djiboutienne. Leurs prestations, saluées par des applaudissements nourris, traduisaient en gestes et en musique ce que les discours exprimaient en paroles, la proximité grandissante entre les deux peuples. De ce fait, cette soirée fut aussi l'occasion de rappeler l'élan nouveau de partenariat entre Djibouti et la Chine, élevé cette année au rang de partenariat stratégique global. Coopération, tout azimut, échange entre chefs d'État, visites officielles, projets concrets, autant de preuves d'une relation appelée à marquer l'avenir. Écoutons à présent l'intervention de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. ces années de notre République populaire sont un parcours extraordinaire de transformations profondes. Le peuple chinois, sous la direction du Parti communiste, a traversé des efforts ensemble à réaliser le double aboutissement, c'est-à-dire un développement économique rapide et une stabilité sociale durable. Maintenant, la Chine marche dans une voie de modernisation à la chinoise vers son grand renouveau. En plus souvent des développements de soi-même, la Chine reste toujours engagée pour la paix et la prospérité du monde. Face au défi global, le président Xi Jinping a récemment proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale, promouvant la valeur fondamentale pour la coopération internationale véritable et effective, tel que le respect de l'égalité souveraine, du droit international, du multilatéralisme, de l'approche centrée sur le peuple et de l'orientation des mesures concrètes. Ce sont aussi les valeurs partagées par la Chine et Djibouti. Nous pouvons facilement trouver des idées communes dans la déclaration élégamment exprimée par son Excellence Monsieur le Président Ismaïl Omekel dans le 80e débat général de l'ONU il y a 8 semaines. Je cite: il nous faut réinventer un multilatéralisme
inclusif, travailler à l'émergence d'un monde plus solidaire où les intérêts et les préoccupations de chaque État, grand ou petit, soient en compte. Il nous faut ensemble défendre et promouvoir les droits internationaux comme étant les socles indépassables de nos actions. Fin de citation. La Chine entend travailler avec Djibouti et tous les autres pays et organisations qui partagent ces valeurs communes pour les promouvoir, défendre, mettre en pratique et injecter une nouvelle dynamique dans la construction conjointe d'un avenir meilleur partage. Écoutons à présent l'intervention du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, qui s'est exprimé au nom du gouvernement de Djibouti lors de cette importante célébration. On l'écoute. En ce jour de célébration nationale, nous exprimons nos plus vives félicitations au gouvernement et au peuple frère de Chine, ainsi que nos vœux de paix, de prospérité et de réussite. Les relations entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine reposent sur une amitié sincère, un respect mutuel et une coopération fructueuse. Notre partenariat, vous l'avez dit, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, est un partenariat stratégique global. Ces liens qui ne cessent de se renforcer témoignent de la profondeur de notre partenariat et reflètent la vision de nos deux présidents, le président djiboutien, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, et le président chinois, son Excellence Xi Jinping. Ensemble, nous avons accompli des projets ambitieux dans les domaines de la santé, des infrastructures, de l'énergie, de l'éducation et bien d'autres encore. Ces réalisations concrètes contribuent non seulement au développement durable de notre pays, mais aussi au renforcement de l'amitié entre nos deux peuples. La Chine, par sa vision et son engagement continu, inspire et soutient de notre pays dans leur quête de progrès et de modernité. Djibouti, fidèle à son amitié avec la Chine, se réjouit de poursuivre et d'élargir cette coopération exemplaire pour un avenir partagé, marqué par la prospérité et la stabilité. Excellence, en ce journée de fête nationale, nous réaffirmons l'attachement de Djibouti à l'approfondissement de nos relations bilatérales et à la consolidation des valeurs communes de solidarité et de coopération, mais aussi de paix. Dans l'actualité également, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, le directeur adjoint de l'ambassade de Qatar à Djibouti, ont parrainé la signature d'un mémorandum d'entente et de partenariat entre le ministère de la Ville, représenté par le secrétaire général du ministère, Abdelkarim Mohamed Hassan, et l'ONG internationale Qatar Charity à Djibouti, représenté par Gada Ezzeddine Ahmed. La signature de ce mémorandum d'entente marque le début d'un partenariat stratégique entre le ministère de la Ville et le bureau de Qatar Charity à Djibouti en faveur du développement urbain et la construction de logements sociaux dans la zone de Damerjoug. Conscient de l'urgence sociale et des besoins croissants en infrastructures dans cette zone, Qatar Charity s'est engagé à appuyer le gouvernement à travers la mise en œuvre d'un projet comprenant notamment la construction de 80 logements sociaux pour les familles à faible revenu, l'extension de 3 salles de classe dans l'école existante pour accueillir davantage d'élèves, ainsi que la construction d'une mosquée et d'une école coranique afin d'améliorer de manière durable les conditions de vie des habitants à Damerjoug.
Et suivons à présent l'intervention de la ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdiaden. Je me réjouis aujourd'hui de parrainer cette cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente et de partenariat entre le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat et International Qadar Charity. Ce partenariat, fruit d'un travail d'échange, sera effectif avec la signature de ce mémorandum d'entente. En effet, cette première opération pilote de construction d'un lot de 80 logements sociaux et de certains équipements sociaux dans la localité de Demerdiog constitue la base d'un partenariat effectif avec Qadar Charity. Ce lot de logements et de ces équipements sociaux pour la localité viendra dans la continuité des 82 logements sociaux déjà réalisés par le gouvernement djiboutien en 2024 pour reloger les familles qui habitent dans des habitations précaires et qui ont été déplacées. Nous sommes particulièrement heureux d'accompagner aujourd'hui l'ONG Qadar Charity dans la mise en œuvre de ce projet et je tiens à adresser mes vifs remerciements à tous celles et ceux qui ont travaillé dans la préparation et la mise en place de ce projet. Et dans l'actualité, toujours, l'Office djiboutien de la propriété intellectuelle et commerciale, l'OTPIC, a organisé une cérémonie de clôture de la formation en propriété intellectuelle dédiée aux artisanes spécialisées dans la vannerie. L'événement s'est tenu au Sheraton Hotel en présence du ministre du Commerce et du directeur de l'OTPIC. Cette formation initiée par l'OTPIC avait pour objectif de fournir aux participantes les outils juridiques et commerciaux nécessaires pour transformer leur savoir-faire ancestral en actifs économiques durables, protégés et valorisés par le droit de la propriété intellectuelle. Durant 3 jours, les artisanes venues de 5 régions de l'intérieur ont bénéficié de cette formation conçue spécialement pour elles. Objectif, leur fournir les outils juridiques et commerciaux nécessaires pour transformer leur savoir-faire ancestral. Et les participantes ont été formées sur des thèmes clés de la propriété intellectuelle tels que les droits d'auteur, les marques, ainsi que sur des méthodes de valorisation commerciale de leurs produits artisanaux. La cérémonie s'est conclue par une remise de certificats aux participantes symbolisant leur engagement dans une démarche de professionnalisation et de reconnaissance de leur patrimoine artisanal. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de renforcer l'économie locale en valorisant les talents et savoir-faire traditionnels. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre du Commerce. Je suis heureux de clôturer ces 2e formations consacrées à 2 leviers décisifs de la propriété intellectuelle qui sont la création de marques collectives et la protection des dessins et modèles. Cette activité s'inscrit dans la première phase du projet de l'AMBI en collaboration avec l'ODEBIC qui vise à doter nos créatrices des outils juridiques et commerciaux nécessaires pour transformer un savoir-faire ancestral en actifs économiques protégés et valorisés. Ce que vous avez acquis ces jours-ci, méthode de choix et de gestion d'une marque collective, élaboration d'un règlement d'usage, critères de qualité, dossiers de dépôt, stratégie de surveillance, ainsi que des procédures d'enregistrement des marques collectives et dessins et modèles, constituent un socle opérationnel. Il vous permettra dès à présent de sécuriser vos créations, d'élever le niveau de gamme et de structurer l'œuvre des artisanes vannières de Djibouti. Ces projets s'alignent pleinement sur la vision 2035 de Djibouti en agissant à plusieurs niveaux complémentaires. D'abord sur la diversification et la compétitivité en transformant la vannerie et les métiers d'art en filières organisées, dotées d'activités immatérielles protégées
marque collective, dessin et modèle qui crée de la valeur, attire des partenaires et ouvre de nouveaux débouchés. Le ministère du Commerce et du Tourisme avec l'ODIBIC et nos partenaires restera à vos côtés pour sécuriser vos droits et connecter vos produits au marché. Notre objectif est simple, que chaque création protégée devienne une source de revenus durable, un vecteur d'identité et un ambassadeur de l'excellence djiboutienne. Dans l'actualité, toujours, il y a quelques jours, la République de Djibouti se félicitait de la sentence arbitrale rendue le 29 septembre dernier par la London Court of International Arbitration. De ce fait, l'inspecteur général d'État nous a livré une interview exclusive en revenant sur les tenants et aboutissants de cette affaire. On écoute un extrait de son intervention. Depuis 2018, la société Deep World essayait par tous les moyens possibles de s'en prendre à la souveraineté djiboutienne. Aujourd'hui, le tribunal international d'arbitrage de London a bien rendu son verdict, un verdict bien sûr favorable pour la République de Djibouti. Alors, en quoi consiste cette décision et pourquoi est-elle différente des autres décisions prises auparavant? Comme nous le savons tous, la République de Djibouti a résilié la concession du Doral et Terminal Container DCT parce qu'elle était contraire aux intérêts supérieurs de la nation en 2018, en février 2018. L'État a créé à cette époque une nouvelle société dénommée Société de gestion du terminal à containers, SGTD, détenue à 100% par l'État, pour assurer la gestion de cette infrastructure portière vitale pour notre pays. La société dont la concession était résiliée était détenue par deux actionnaires. Les ports de Djibouti qui détenaient 66,66% de la société et DP World qui détenait 33,33% du capital. Après la résiliation de la concession, la nouvelle société SGTD opère le terminal à conteneurs comme un opérateur normal, sans remettre en cause la souveraineté et les intérêts supérieurs de la nation. L'État a entamé par la suite des négociations avec les anciens actionnaires de DCT, les ports de Djibouti et DP World. Le port de Djibouti a accepté de négocier avec l'État et il a été indemnisé équitablement en 2019 par l'État qui lui a offert 66,66% du capital de SGTD, en échange du capital que PDSA détenait dans l'ancienne société qui détenait la concession du terminal à conteneurs. DP World, pour sa part, a refusé de négocier avec l'État et elle a décidé d'engager une véritable guérilla judiciaire et médiatique contre la République de Djibouti. Elle a attendu des arbitrages et des procédures judiciaires contre l'État et contre PDSA, les ports de Djibouti, et d'autres sociétés privées même, intervenant dans le secteur des infrastructures nationales à Londres, aux États-Unis et à Hong Kong. Elle a d'abord entendu des arbitrages contre l'État à Londres devant la London Court of International Arbitration. L'État n'a pas participé à ces arbitrages, car un arbitre se base sur les clauses du contrat pour départager les deux partenaires en conflit. Comme les clauses de ce contrat étaient contraires à la souveraineté de notre pays, la République de Djibouti n'a pas participé à ces arbitrages. Ainsi, DP World a gagné ces deux arbitrages en produisant des fausses informations. Puisque la République de Djibouti n'est pas là, c'est la seule partie qui est là qui gagne. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'était une décision stratégique qu'on avait bien décidé au début de ne pas participer. Après, elle a eu deux condamnations contre la République de Djibouti. Elle a essayé de faire exécuter ces deux décisions aux États-Unis et une a été rejetée par la Cour d'appel du district de Columbia des États-Unis en juillet 2024. Car les avocats non autorisés essayaient de poursuivre la République de Djibouti. La Cour d'appel américaine a rejeté l'exécution d'une décision de 474 millions de dollars le 30 juillet 2024. Donc, cette première décision d'arbitrage condamnant la République de Djibouti est de fait nulle
est non applicable. Non applicable. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent récupérer. Donc, ils ont juste une décision, mais qui va les servir à rien du tout. Il y a une deuxième décision qui condamne aussi la République de Djibouti, lui demandant de payer un montant d'environ 202 millions de dollars. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune chance que DP World puisse le recouvrer, car elle ne peut rien obtenir d'un État souverain qui ne dispose d'aucun actif commercial à l'étranger. Donc, les actifs souverains d'un État sont insaisissables. Comme DP World n'a rien obtenu, elle ne va rien obtenir de l'État par force. Elle a décidé d'attaquer PDSA, qui est, elle, une société. Ce n'est pas un État souverain. Le port de Djibouti, c'est une société de droit privé, bien que l'État est actionnaire majoritaire. Donc, elle a essayé d'attaquer le port de Djibouti en demandant d'indemniser les dommages financiers et les pertes d'image qu'elle dit qu'elle a subies par la résiliation de la concession. Elle a calculé un montant de l'ordre de 1 milliard qu'elle réclamait au port de Djibouti et qu'elle a réclamé auprès de la Cour d'arbitrage à Londres, toujours. Mais dans cette procédure, le port de Djibouti a participé. Il a décidé de se battre parce qu'il n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un État souverain, lui, puisque c'est une société. Elle a décidé de participer à cette procédure et elle a décidé de se battre. Ainsi, c'est comme ça que la London Court d'arbitrage a rendu sa décision le 29 septembre 2025 en rejetant les réclamations de DP World comme infondées et injustifiées. Elle a jugé que la décision de résiliation de la concession est une décision souveraine de la République de Djibouti et que le port de Djibouti n'a rien à voir avec cela. Et je vous propose de réécouter encore une fois l'inspecteur général d'État qui nous a fourni un peu plus de précisions concernant cette sentence rendue par cette cour londonienne concernant cette affaire. Nous l'écoutons. Pourquoi ce revers aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé la donne? En fait, on peut tout essayer, mais la justice et la vérité sortent tôt ou tard. Donc, il faut savoir que ces procédures durent longtemps. Mais on a su défendre les dossiers et le port de Djibouti a su défendre son dossier. Il a dit que tout ce que l'État, toutes les décisions de l'État avaient prises étaient justifiées. C'était pour la déférence des intérêts du pays et que le port de Djibouti n'avait rien à voir avec cette décision. C'est pour ça que le tribunal a jugé que les demandes de DP World étaient injustifiées et infondées. Aujourd'hui, Djibouti a obtenu gain de cause. Oui. Est-il possible, dans cette affaire-là, de prendre recours? Non. Ça, c'est une procédure d'arbitrage. Dans la procédure d'arbitrage, c'est définitif, la décision. La décision est définitive. Ce n'est pas comme au niveau du tribunal habituel de droit commun où il y a une première juridiction, après une cour d'appel, après une cour... Non. Là, la décision est définitive. La décision est définitive? Oui. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Depuis le début, DP World pensait qu'après le départ, le port allait s'arrêter. Oui. Et ça allait être le chaos. Ça n'a pas été le cas parce que le port disposait de personnel suffisamment compétent et engagé dans la défense des intérêts du pays. Donc le port a continué à fonctionner. Et même le port a continué à fonctionner en atteignant des performances qui ont doublé par rapport à ce qu'on avait à l'époque où DP World était là. L'année dernière, en 2024, le port a dépassé plus de 1,2 million de EVP, de tonnes. Alors qu'avant, on n'arrivait même pas à atteindre les 500 000. Donc le port continue, il se développe, ses infrastructures se sont modernisées même depuis. Le pays continue à fonctionner, mais eux, la seule chose le message qu'on peut dire, c'est qu'on s'est tous battus dans cette procédure. Je ne pense pas qu'on aurait atteint ces résultats s'il n'y avait pas une ferme volonté du président de la République qui a su défendre notre souveraineté économique et qui a su déployer tous les efforts nécessaires. Même quand les techniciens n'y croyaient pas, lui, il était là à dire qu'il faut continuer à se battre jusqu'au bout.
Et voilà quoi. Par la grâce de Dieu, bon, on atteint des résultats. Au tout début, on voyait que les gens écoutaient dans les médias, ils voyaient que DP World a gagné ici, DP World a gagné ici. Mais depuis 2 ans, on assiste qu'à leur échec. Aux États-Unis, l'année dernière, en juillet 2024, ils avaient déjà perdu. Et aujourd'hui aussi, ils l'ont perdu. Alors que Londres, d'habitude, c'est là où ils maîtrisaient tout, quoi. Dans l'actualité également, la conférence sur la facilitation logistique pour l'intégration régionale Djibouti-Éthiopie lancée à l'hôtel Aïla en présence du ministre du Commerce et du Tourisme a pris fin après 2 journées d'échanges riches et constructifs. Les assises ont permis de dégager une vision commune autour de la simplification des procédures douanières, du renforcement des infrastructures et de l'optimisation des opérations logistiques entre les 2 pays. Les différents acteurs institutionnels, économiques et logistiques se sont engagés à poursuivre le dialogue et à mettre en œuvre les recommandations issues des travaux afin de transformer le secteur logistique en un véritable moteur de croissance et d'intégration régionale. Cette conférence marque une étape importante dans le partenariat stratégique entre Djibouti et l'Éthiopie, confirmant la volonté partagée de bâtir un espace économique intégré, plus compétitif et bénéfique pour les populations des 2 pays. Le projet DRESS EA, en collaboration avec l'Agence nationale de la météorologie, a organisé un atelier consacré aux perspectives climatiques pour la saison d'octobre, novembre et décembre 2025. L'événement s'est tenu dans l'ancien local du ministère de l'Agriculture et a réuni un large éventail de participants. Objectif de l'atelier, analyser les prévisions climatiques pour la période d'octobre à décembre 2025 afin d'anticiper les impacts potentiels sur les secteurs clés du pays et renforcer les capacités de planification et de réponse aux acteurs concernés face aux risques climatiques. Cet atelier s'inscrit pleinement dans les efforts déployés au niveau national pour mieux intégrer les données climatiques dans la planification sectorielle à travers une approche participative et interinstitutionnelle. Suivant à présent l'intervention du coordinateur national du projet DRESS EA, Mokhtar Mahmoud. Les sécheresses récurrentes qui sévissent dans la Corne d'Afrique ces dernières décennies ont eu un impact majeur sur les ressources en eau et en pâturage disponibles. Les communautés en milieu rural, dont parmi les plus pauvres sont directement atteintes par les effets néfastes de la sécheresse et leurs moyens de subsistance se réduisent à des maigres moyens de survie. Ces populations souffrent des manques d'eau en quantité et en qualité suffisante, dû à la rareté de la pluie, engendrant une diminution, voire même assèchement de certaines nappes. Également, la rareté des pâturages incite les nomades de parcourir de longues distances avec leurs cheptels afin de parvenir à un parcours pastoral plus verdâtre pour atténuer la perte totale de leurs cheptels. Les prévisions des modèles climatiques du dernier CACOV 71, qui s'est tenu le 25 au 26 août 2025 à Nairobi, indique que la Corne de l'Afrique connaîtra des températures et une variabilité des précipitations et des événements extrêmes. En conséquence, Djibouti devrait recevoir des précipitations insuffisantes jusqu'à la fin de la saison. Le projet DRESS arrive à point nommé pour fléchir l'impact de la sécheresse à travers la mise en place des systèmes d'alerte précoce à la sécheresse, combinés à des actions d'adaptation à la sécheresse et au changement climatique, telles que la mise en place des infrastructures innovantes. Et le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie a présenté les dernières données et prévisions climatiques spécifiques à la saison à venir. Prévisions saisonnières pour la période octobre, novembre, décembre 2025 annoncent une forte variabilité des pluies dans la région de la Grande Corne d'Afrique. La période d'octobre à décembre constitue une saison pluvieuse importante, plus particulièrement dans les parties équatoriales de la Corne d'Afrique, et constitue de 70% du total annuel des précipitations.
En revanche, le reste de la grande partie de la grande corne d'Afrique, y compris Djibouti, devrait faire face à des conditions plus sèches que la normale, c'est-à-dire en dessous de la normale, déficitaire, avec un risque accru de stress hydrique, de sécheresse localisée et de pression sur le moyen de substance. À Djibouti, cette tendance de la sécheresse est particulièrement préoccupante dans le contexte déjà marqué par une forte vulnérabilité climatique. La rareté des pluies pourrait aggraver la pression sur les ressources hydriques, les zones pastorales et les communautés rurales. En nouvelle régionale à présent, Addis Abeba, GCL veut renforcer sa présence dans le pétrole et le gaz. Le ministre a salué le succès de la première phase du projet intégré de pétrole et de gaz mené à Kaloub et Ilala, rappelant que le gouvernement suit de près sa mise en œuvre grâce à un comité national dédié. Il a assuré que le même niveau de soutien sera apporté à la deuxième phase. En conclusion, le ministre éthiopien des Finances a remercié le groupe GCL pour ses engagements et a réaffirmé sa volonté d'accompagner l'expansion de ces projets dans le pays. 19 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués hier soir lors d'une série de frappes israéliennes visant des habitations et des quartiers résidentiels à Der al-Balah, Al-Bourej, Khan Younes et Gazaville. Des dizaines d'autres personnes ont été blessées, certaines grièvement. Selon des sources médicales, un bombardement a provoqué un massacre familial à l'est de Der al-Balah, faisant 9 victimes, dont 7 femmes et 2 enfants. 8 autres personnes ont trouvé la mort lorsqu'une école abritant des déplacés a été ciblée. Par ailleurs, 2 Palestiniens ont péri dans une frappe contre un domicile au camp d'Al-Bourej. La marine israélienne a attaqué hier soir, la flottille mondiale de la résilience visant à briser le blocus de Gaza dans les eaux internationales et lui a ordonné de se diriger vers le port d'Ashdod. Jusqu'à présent, la marine d'occupation a intercepté 13 navires de la flottille et arrêté des dizaines de militants qui se trouvaient à bord. Le contact a été perdu avec 2 de nos correspondants présents sur place. Ce développement survient après que la marine israélienne a encerclé la flottille dans les eaux internationales. Avant l'attaque israélienne, la flottille avait été placée en état d'alerte maximale en prévision d'une interception imminente après la détection d'environ 20 navires de guerre israéliens à proximité ainsi que de mines maritimes dans la zone. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, un séisme puissant de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter a frappé mardi soir au large des côtes de la ville de Bogo, dans la province de Cebu, au centre des Philippines. Le séisme a fait au moins 72 morts et 294 blessés, selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Il s'agit du bilan le plus élevé dans le pays depuis le séisme de Bohol en 2013, qui avait fait 222 victimes. Les villes de Bogo et San Remigio ont été fortement touchés avec des glissements terrain et la destruction d'infrastructures. Il convient de noter que le séisme s'est produit dans la ceinture de feu du Pacifique, une zone très active sismiquement, rendant les Philippines vulnérables à ce type de catastrophe naturelle. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.